Bienvenue à cette émission Appel de l'Aurore. Vous me reconnaissez, c'est Marie-Josée Roux dans le studio de Appel de l'Aurore. J'ai invité pour vous cette semaine Judith Sicard. Judith, on peut pas dire que tu es une habituée de ce studio, mais tu y es déjà venue. Oui, en effet. Tu as fait ta première émission Appel de l'Aurore il y a déjà... plus de 25 ans, je pense. Plus de 25 ans? Oui, avant de partir au Pérou. Ah oui, c'est ouais. ça, hein? Judith était venue vous raconter à l'époque son éminent, son prochain voyage au Pérou. 25 ans plus tard, je suis heureuse de te retrouver sur ce plateau. Et ce que j'aimerais que tu nous parles, c'est de ton cheminement depuis ce fameux voyage au Pérou. Tu es une des rares qui revient beaucoup plus tard nous dire quel impact a eu ce voyage-là dans ta vie. Merci d'être là, Judith. Ça fait plaisir. Si on commençait par le voyage, comment ça s'est passé? Somme toute, as-tu été heureuse? Étais-tu bien? Et comment surtout es-tu revenue du voyage au Pérou? Tu avais quel âge? J'avais 18 ans quand je suis partie. Tu étais partie pour 6 à 9 dans ta gang, c'était 10 mois, hein, 10 mois, au départ. ouais. 9-10 mois, il y avait un projet à long terme de voyage. C'est ça. Quand je suis partie, c'est ça, nous, on était dans le premier groupe en 94, puis on avait, c'est ça, on était comme les débutants, à essayer les différents emplois, puis essayer la structure de 10 mois. Fait que finalement, on est revenu au bout de 8, parce que là-bas, ils ont des congés de Noël différents d'ici, là, plus longs. Au fond, l'année scolaire commence plus tard, plus après les fêtes. Puis après cette première expérience, on a ajusté la période de voyage à 6 mois. Ouais. Mais quand tu es revenu, qu'est-ce qui avait changé en toi? Moi, côtoyer la culture péruvienne là, m'a vraiment transformée. Ça a resté... On dirait que je me suis découvert une deuxième nationalité. Ça a été vraiment un bonheur là, de découvrir cette culture-là, de vivre avec eux. Tu te sentais proche, tu te sentais même quasiment sœur de cette... Oui. Comme une deuxième nation d'adoption, là. Tu sais, c'est ça. C'était vraiment... Puis le désir... Puis en revenant, c'était le désir de retourner... au départ, c'était de retourner, peu importe le pays... Mais c'est sûr que j'aurais préféré latino-américain au minimum. Mais, et finalement... Surtout parce que tu connaissais l'espagnol. Oui, c'est ça, en plein ça. Et puis finalement, je me suis dit... j'ai dit, au fond, je peux aller un peu partout pour aider. Ce qui était clair en venant, c'est que je voulais essayer de transformer le monde un geste à la fois. T'sais. Mais... Tu avais l'impression que tu avais transformé le monde? Non, pas du tout. Non. Mais toi, tu avais été transformée. Oui. Oui, beaucoup. Mais, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, j'ai été beaucoup transformée par le peuple péruvien et par leurs valeurs, par leur... Qu'est-ce qui te reste? Es-tu capable de se préciser précisément comment ça t'a transformée? 25 ans plus tard, qu'est-ce qui te reste encore? Je pense, c'est sûr qu'il me reste l'espagnol, là. Même si, là, cette année, en apprenant l'anglais, j'ai été quelques semaines à plus savoir parler espagnol. Oui, la troisième langue est mélangeante. Oui, mais là, c'est en train de revenir. Et donc, il y a l'espagnol, il y a le fait d'aimer, comment je dirais... la chaleurosité des gens, le fait de ne pas... Tu sais, le stress... La chaleur. Oui, c'est ça. Oui. Oui, mais le fait que les gens sont très généreux les uns envers les autres en démonstration d'affection, en démonstration de...
d'accueil. Oui, d'accueil, c'est ça. Oui, ça, j'ai aimé ça et j'essaie, je sais pas si j'y arrive tout le temps ou souvent, ou en tout cas, mais j'essaie de le refaire. La spontanéité, le fait de ne pas être stressé par le quotidien non plus. C'est pas que je vis jamais de stress, mais on dirait que, personnellement, on dirait que j'arrive à pas tout le temps me détacher, mais souvent me détacher de ça. Autrement dit, d'être très dégagé par rapport au temps, c'est ça? Oui, bien, de garder cette notion-là de temps qui n'est pas nécessairement obligée d'être rigide, c'est ça. Ouais. Au Pérou, souvent, c'était pas... La réunion est à 7 heures, mais les premiers arrivent vers 7 heures. Oui, c'est ça! En plein ça! Il y a une fois où on avait rendez-vous avec des amis pour aller à la plage. Je crois que c'était à 9 heures le matin. Et là, on attendait. Et là, il y avait quelqu'un qui était arrivé, tu sais, qui était en charge de cette organisation-là. Puis là, 1 heure passe, bien, on devrait y aller. Non, ils vont arriver. On attend encore 1 heure. Et là, au bout, je crois, pendant 2 heures, on est parti. Et 2 heures plus tard? Oui, 2 heures plus tard. Et j'ai dit, là, c'est sûr qu'on a attendu pour rien, ils viendront jamais. Mais non, une fois rendus à la plage, ils étaient là. Et ils sont arrivés comme 5-10 minutes après nous. Là, on était, OK, c'est vraiment très différent. La notion de temps est très différente. Oui, ou d'être capable de mettre de côté les choses, tu sais, que ce soit... un jour, je vais chez un de mes amis, on n'avait pas le téléphone, donc sans l'avertir, j'arrive et... Il me dit, je lui demande, est-ce que je te dérange? J'étais en train de faire des petites besognes, tu sais, des travaux dans la maison et tout ça. Je dis, d'abord, je vais repasser, je vais te laisser. Mais là, il me dit, non, tu t'assois, veux-tu un verre? Et là, OK, moi, je suis... Jamais. C'est ça. Jamais être dérangée. Non. Puis quand j'arrivais, puis jusque-là, quand les gens venaient me voir, il fallait s'annoncer. Et que j'étais dans ma journée de congé à faire mon lavage... je leur dis, je suis en train de faire mon lavage et je ne comprenais pas pourquoi ils ne partaient pas. Choc culturel! Oui, c'est ça! Et là, quand j'ai été chez cet ami-là, j'ai fait, OK, c'est ça finalement. C'est être capable de mettre de côté ces choses pour s'asseoir avec l'autre puis le rencontrer. 2 belles qualités qui te restent. Quand tu es revenue, Judith, tu dis « j'étais transformée ». Transformée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu savais mieux qui tu étais, tu savais mieux qu'est-ce que tu voulais. Comment ça s'est traduit concrètement dans ta vie? Tu as choisi ton métier en fonction de ce que tu avais appris sur toi? Oui, au départ, mon objectif était de repartir, mettons, avec un autre, peut-être pour plusieurs années. Et finalement, je suis... on va dire, devenue enceinte, parce que j'aime pas l'expression de tomber enceinte. Non, je comprends, oui. Devenue enceinte, et à ce moment-là, ma vie a changé énormément. Donc, j'ai resté au Québec parce que j'ai comme réalisé aussi que, il y a une chose aussi que je réalisais, c'est que oui, j'ai été au Pérou, puis ils m'ont transformée, mais c'est pas moi qui a fait la différence là-bas. Tu sais, c'est eux qui ont fait la différence pour moi. Et à quelque part, c'est pas nous qui allons tout donner à ces communautés-là. Dans ces voyages-là, le but, c'est pas ça. Oui, c'est vraiment la plus eux. Oui. Des échanges. Puis ça, il faut être conscient de ça. Avant de partir. Oui. Ou pendant le voyage, il faut en prendre conscience. Pour t'enrichir de ce que tu dois rapporter. Oui, c'est ça. Alors, au retour, tu es enceinte. Pas longtemps après, je suis devenue enceinte et à ce moment-là, j'ai la réflexion, OK, oui, je ne peux plus partir, mais je veux faire de ma vie quelque chose qui me permette de participer à la société, à la transformation de notre société. Parce que ce qui était clair pour moi, c'est que je devais trouver un emploi qui donnait sens. Je me voyais pas être dans un emploi où mon objectif est juste de faire plus d'argent à quelqu'un. Oui, je comprends. Donc,
Tu as choisi... Oui, j'ai choisi donc l'enseignement pour différentes raisons, dont entre autres le fait que j'avais l'impression que je pouvais transformer les élèves un peu. Pas les transformer, mais leur apporter quelque chose. C'est très beau. Tu sais, Judith, je t'ai connue à cette époque-là. Oui. Et quand tu m'as dit « je vais être professeur », ça a été une énorme surprise pour moi. Jamais j'aurais cru que tu pouvais ambitionner ou avoir envie d'être prof. Je suis certaine que tu es une excellente prof, mais ça a été une surprise. Ah oui, pourtant, moi, je m'étais dit n'importe quoi sauf en enseignement parce que toute ma famille est en enseignement. Ah bon. OK, c'est ce bout-là que je savais pas, moi. C'est ça, mon père était prof. Sa famille sont tous... la moitié des 11 enfants sont profs. Mes cousines sont profs. Alors, tu as été prof d'enseignement religieux et culture... le nouveau cours, là, éthique et culture religieuse. Bien, au début, j'étais enseignante en religion catholique et en enseignement moral aussi, parce qu'au fond, dans ma commission scolaire, c'était les deux. Les deux. Ensuite, le cours a été aboli. Je suis devenue prof d'éthique et culture religieuse jusqu'à maintenant. Mais là, le cours va être aboli. Le cours va devenir une autre sorte de prof que tu... Là, je ne sais pas. Tu es en recherche. C'est peut-être pour ça que tu as choisi la dernière année pour te reposer. En fait, tu es en année sabbatique cette année. Oui. Tu as voyagé. Oui. Bon, on y reviendra, mais d'abord, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui t'anime dans l'enseignement éthique et culture religieuse du cours? Je crois que c'est les réflexions, le fait d'emmener les élèves plus loin que leur barrière première. Parce que souvent, tu apportes des informations qui vont, que ce soit sur le côté culture religieuse ou que ce soit du côté... Parce que les deux volets sont un petit peu séparés, même si parfois on peut les entrecroiser. Les élèves ont des idées toutes faites et de déconstruire avec eux ces idées toutes faites-là. De nommer les choses et d'être capable d'aller plus loin que ces idées-là. Ouais. Es-tu en train de me dire que les jeunes, avant d'arriver dans ton cours, ils savent déjà ce que tu vas leur dire? Pas tant. Ben, ça dépend des sujets. Il y en a pour lesquels ils sont... Oui, il y a des sujets qu'ils ont déjà leur vision, soit à la maison... arrêtée. Oui, c'est ça. Tu sais, que ce soit... tiens, faut-il se faire justice soi-même? OK. Ça, ils peuvent avoir leur vision déjà eux-mêmes. Et enseigner en secondaire 1 ou enseigner en secondaire 5, c'est pas la même chose, tu sais. T'entends pas le même discours, puis tu sens qu'il y a eu... que ça a bougé au fil du temps. Oui, c'est ça. Ils sont très différents parce que leur argumentaire n'est pas la même, puis justement, ils connaissent plus de choses, tu sais. Mais c'est pas toujours facile de déconstruire quelque chose, surtout avec Internet. Ah oui, hein? Ils ont beaucoup d'influence actuellement. Oui. Toi, tu es une influence parmi d'autres, j'imagine? Oui, en plein ça. C'est ça. C'est une influence parmi tant d'autres. Et c'est sûr qu'ils sont soumis à mon influence moins souvent que l'influence des médias, Internet, on va dire, parce que surtout par Internet, quand la façon dont c'est fait, se font les recherches, plus tu cliques sur des choses que tu lis et que tu aimes, plus tu t'en vas dans ce sujet-là plus loin, donc ça veut dire qu'ils finissent par avoir des fois des... de radicalisation, de radicalisme qui s'installe. Certaines personnes, pas tout le monde, par exemple. Mais là, à ce moment-là, c'est plus difficile de percer la carapace. Oui, de trouver les bons mots. Puis de donner une ouverture aussi, parce que ça s'en vient toujours de plus en plus fermé. Oui. Qui sont les jeunes aujourd'hui, selon toi, Judith? Est-ce qu'ils sont assoiffés? De quoi ont-ils soif? Est-ce qu'ils sont pareils, différents? Moi, j'ai l'impression qu'un jeune, c'est un peu la même chose que
quand moi, j'étais jeune. Tu sais, souvent, je me reconnais dans eux, à avoir l'impression que j'avais la vérité, alors qu'on connaissait rien. Oui. Avoir l'impression que l'adulte ne te comprend pas. Oui. Vouloir défier l'autorité. Oui. Tu fais beaucoup de discipline dans ta classe? Ah, ça, c'est sûr. En éthique et culture religieuse, souvent, ça arrive, mais ça dépend. C'est ça. Nous, l'avantage dans notre cours, c'est qu'on peut avoir un... Tu sais, mettons, un prof d'une autre matière est obligé de passer telle matière et c'est rigide comme ça. Tandis que nous, on peut... Tu as l'impression d'avoir un peu de latitude quant au contenu de tes cours? Bien, j'ai une certaine latitude, mais en même temps, tu sais, il y a d'autres profs qui ont aussi une latitude, tu sais. Mais c'est surtout que ils vont souvent parler à la place, tu sais. Donc, le lien se crée de cette façon-là. Tu sais, je me souviens, l'année passée... Ça te permet de beaucoup les écouter. Les écouter, mais aussi de lancer des questions, parce que le contenu passe à travers les discussions qu'on a en classe. C'est pas genre, là, tu vas apprendre telle chose par cœur et tu vas me le régurgiter à l'examen. Non, moi, c'est vraiment, OK, on va réfléchir ensemble, on va aller plus loin. Comme l'année passée. L'année passée, j'enseignais la question éthique. La question éthique, bon, qu'est-ce qu'une question éthique, comment ça se forme et tout ça, et pourquoi c'est important. Quand tout à coup, il arrive quelque chose dans la classe, il y a un élève qui avait passé un mot vraiment... méchant. Pas juste méchant, mais dirigé contre une autre élève dans la classe qui était à caractère violent. Et là, la direction, le titulaire débarque dans la classe et essaie de trouver qui. C'est qui? C'est qui a fait ça? Et là, tout de suite, j'arrive et je dis, OK, bien, dans une question éthique, par exemple, on pourrait prendre... Est-ce qu'il faut dénoncer quelqu'un? Est-il souhaitable de dénoncer quelqu'un? Est-il souhaitable de dénoncer un ami? Quelles sont les conséquences de dénoncer quelqu'un? Donc... C'était plus très abstrait, là. C'était tout à fait concret. En plein ça. C'était même un peu... Oui, bien après, la direction puis ma collègue, ils m'ont dit, là, toi, t'as fait ça de même sur le coup de l'impulsion, là, de dire, OK, on a un sujet, donc on va le traiter. J'ai dit, ben oui. J'ai dit, moi, c'était pas ça mes exemples de questions éthiques, mais c'est pas grave. C'est comme ça en éthique, il faut être prêt à aller un peu partout selon les situations. Parce que sinon, si on n'exploite pas ces situations-là, c'est là le lien entre les élèves et toi se font pas. La ou... tu t'es pas fait complice de gestes, mais tu as obligé chacun à prendre position puis à réfléchir autour. En plein ça. Oui. Mais c'est ça, enseigner l'éthique. Oui. C'est de créer des relations. Oui. Les relations aussi, c'est affectif, émotif, ça crée du stress, ça crée de la fatigue. Comment tu te sens? Ça fait combien de temps que tu enseignes, là? Depuis 2001. 2001, oui. 2001. Ça fait déjà 20 ans? Oui. Alors, 20 ans après, tu es un peu fatigué, usé. Tu as eu besoin d'une année sabbatique dans la dernière année? Bien, il reste que mon goût de découvrir d'autres cultures, goût de l'aventure. Oui, reste présent. Donc, moi, mon objectif... L'enfant a grandi. Oui, c'est ça. Bien, mon objectif est de pouvoir faire de la coopération internationale à chaque fois que je vais prendre une année différée. Donc, d'ici ma retraite. Tu as l'intention d'en prendre d'autres? Oui, j'ai l'intention de reprendre des années sabbatiques pour pouvoir aller en coopération internationale. C'est pour ça que cette année, j'apprends mon anglais pour pouvoir avoir plus de possibilités après. Oui. Puis tu as visité quoi cette année dans le cadre de ton année? Jusqu'à maintenant, je dis jusqu'à maintenant parce que là, je suis en train de regarder pour partir au Royaume-Uni là, pour les 5 prochains mois. OK, parce que ça achève déjà. Oui, c'est court quand même, une année, hein? Oui, c'est assez, ça passe assez vite. Mais jusqu'à maintenant, j'ai commencé par aller au Yukon, ensuite dans les Rocheuses, ensuite
dans l'Ouest, oui, à Vancouver, Whistler, mais pas longtemps. Ensuite, je suis revenue, vu qu'il pleuvait tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Après, les routes se sont effondrées. Je comprends. Et donc, ensuite, j'ai été dans l'Est, à l'île du Prince-Édouard, puis en Nouvelle-Écosse. Quel était cette fois-ci ton objectif, ta quête intérieure? Faire une coupure d'abord avec l'enseignement, peut-être? Il y avait ça. Prendre du repos? Oui, prendre du repos. La santé? Bien, être capable de... mon objectif était aussi de faire plus de randonnées pédestres, de profiter de la nature, de dire, OK, moi, j'ai envie de voir cette beauté-là naturelle partout, tous les jours, si possible, tu sais. Puis je crois que de tout ce périple-là, ce qui me reste, c'est de dire, OK, finalement, la nature, on en a besoin. L'être humain en a plus besoin qu'on le pense. Tu sais, on est coupé dans nos bureaux ou dans notre école ou dans une maison. Dans l'école en béton. Oui, c'est ça. On est coupé de la nature, on est toujours à l'intérieur, qu'on n'est plus habitué d'être dehors puis de voir combien que ça nous apporte, combien ça nous fait du bien. Ça, c'est une chose que je savais que ça me faisait du bien, mais je ne savais pas jusqu'à quel point l'être humain était fait pour ça et qu'on a, tu sais, un avantage à être dans la nature pour pouvoir observer combien que c'est essentiel de la protéger aussi. Dirais-tu que jusqu'à maintenant, c'est pas fini? Mais dirais-tu qu'il y a quelque chose qui a bougé par rapport à l'enseignante que tu seras l'an prochain? Ah, c'est sûr que... As-tu des idées? Est-ce que tu mijotes des projets différents? Même pas, parce que je ne sais pas à quoi m'attendre. OK. Donc, parce que l'année prochaine, ça va être la dernière année où mon cours va être enseigné. C'est ça. Ben oui. Donc, j'essaie de ne pas trop... me préparer à quelque chose de différent, parce que je sais que mon collègue a donné son nom pour... être une école, comment tu appelles ça, une école où on va tester le nouveau programme. OK. Donc, je ne sais pas s'ils vont... Expérimental. Expérimental, merci, j'avais comme un oubli. Mon collègue a dit oui pour le deuxième cycle. Je ne sais pas si, quand je vais arriver, finalement, ils vont avoir... un programme qui va être bien différent. C'est ça. Donc, c'est pour ça que j'essaie de ne pas trop y penser, mais ce qui est certain... c'est que l'approche va être un peu différente parce que, j'ai l'impression que il y a beaucoup de choses qui est possible, puis des fois, on se limite à nos propres limites. Dans le sens qu'on se met des limites où les gens autour de nous nous en mettent, et on pense qu'il faut s'arrêter là. En réalité... il y a plus de choses qui est possible dans notre vie pour nous-mêmes que ce qu'on pense, très souvent. C'est ça que qui te reste de ces mois de répit, de repos, de voyage? Bien, l'ouverture sur la grandeur? Oui, ça, c'est sûr. Parce que je t'ai vu, là, des photos, là, tu étais devant des paysages d'une beauté. Ah oui, ça, c'est... Mais ces paysages-là, dans mon cas à moi, sont jamais aussi beaux quand je ne suis pas avec quelqu'un. Ah, fait que là, tu étais seule, là? Ben non, c'est ça l'affaire, pas tout le temps. Okay. Parfois, pas parfois, mais le moment où j'ai le plus eu de plaisir dans mon périple, ça a été quand j'étais avec d'autres. Quand on partagerait ces randonnées-là. Oui, c'est ça. Puis c'est pour ça que je dis que c'est l'ouverture, la vision de pas grandeur, mais sans vouloir voir grand et tout ça, c'est de dire, OK, il y a un monde qui se découvre au-delà de celui que j'ai toujours connu. Ouais, la beauté, la grandeur de la beauté ou de la différence, puis des ressemblances. Oui. Judith, souvent, les voyages, il reste de ton premier voyage une amitié, des amitiés qui durent. Oui. Parle-nous de l'amitié qu'on tisse en voyage.
Il y a des nouvelles amitiés qui se sont Oui, créées oui. cette fois-ci encore. Oui, oui, oui. Ça marche encore? Oui, oui, oui. Mais là, quand j'étais au Yukon, j'ai connu une fille. Ben, c'est ça qui a été merveilleux, c'est de connaître des gens Différents. qui venaient de partout à travers le monde, bien, surtout de l'Angleterre, mais d'un peu partout. J'ai une de mes amies c'est ça, au Yukon, j'ai rencontré une Anglaise qui est de retour en Angleterre, et donc moi, je vais aller au Royaume-Uni, donc j'aurai la chance de la voir. Ah bon, c'est pour ça le projet de voyage au Royaume-Uni? Oh non, ben pas juste pour ça, mais je sais que l'objectif, c'est sûr que je vais aller la voir, c'est sûr que je vais passer un certain temps avec elle, et j'espère trouver un endroit où loger près de chez elle pour pouvoir la revoir régulièrement, tu sais. Ouais. Mais il y a aussi, tu sais, j'ai aussi rencontré une Autrichienne qui, elle aussi, sera de retour en Autriche d'ici là, qui peut-être j'aurai la chance de la revoir, je ne sais pas encore, là. Je vais voir si je sors un peu du Royaume-Uni pour aller en Autriche, ce serait quand même bien aussi. L'anglais, finalement, c'était le prétexte. Judith, c'est déjà la fin de l'émission. Il nous reste 1 minute pour que tu nous dises qu'est-ce que ta famille, tes enfants, tes proches pensent de ce beau voyage que tu as fait. Bien, la plupart sont très heureux pour moi. Mes parents sont fiers de moi. Mes enfants, je crois que je les inspire. Comme ma fille va venir sans doute me rejoindre là-bas. Donc, c'est... Tu leur donnes un peu de la piqûre des voyages aussi? Oui, peut-être un petit peu. Ça se partage, ça, cette maladie. Oui, c'est ça. C'est ta contagion. Alors, merci Judith d'avoir accepté de participer à cette émission. Je suis certaine que tu seras une prof inspirante. De toute façon, tu inspires déjà ta fille, tu inspires tes proches, tu nous inspires nous aussi. Tu nous donnes envie de voyager. Franchement, tu me donnes le goût. En ces temps de pandémie, prenons au moins le temps de regarder peut-être ta page Facebook, voir tes belles photos. Merci d'avoir été là, Judith Sicard. Merci à tous et toutes d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, ici même. Malheureusement, ce ne sera pas en Colombie-Britannique ou dans les Rocheuses. À la prochaine.